Voilà, retour au midi actualité, avec Jean-Philippe Trottier, il est 12h35. Maintenant, sur les ondes de Radio Ville-Marie, on va parler de politique française, figurez-vous. L'affaire DSK, Dominique Strauss-Kahn, qui sert d'alibi à beaucoup de monde pour condamner un homme qui n'a pas encore été jugé, a soudainement braqué les projecteurs sur la vie politique française. D'abord, il y a l'échec du président Sarkozy, ensuite la débandade du Parti socialiste en France. Il y a aussi l'inconnue Marine Le Pen du Front National. Front National, donc, qui est le symptôme d'un malaise européen, sinon occidental. En effet, depuis les années 1930, l'extrême droite avait tout au plus été reléguée aux marges de la vie politique. Aujourd'hui, elle semble vouloir revenir en force en Europe et bon, on va voir si ça va être la même chose. J'ai le plaisir d'être avec Mathieu Bocoté en ondes pour parler de ces questions vastes, troublantes et pertinentes. Bonjour. Bonjour Mathieu. Oui, donc l'affaire de Dominique Strauss-Kahn a mis les projecteurs sur la France. Oui, faut dire, c'est que l'affaire de DSK, qui est évidemment qui dirigeait le FMI, était par ailleurs candidat implicite, on va dire candidat officieux à la présidence de la République, à tout le moins à l'investiture socialiste. Et c'était le poulain favori, en fait. En fait, c'était d'une certaine manière, on annonçait que l'élection présidentielle, le deuxième tour, était déjà joué. En DSK était la figure privilégiée du Parti socialiste pour cette campagne présidentielle, et tous les sondages qui s'accumulaient, premièrement, le rendaient gagnant dans la primaire socialiste, donc il déclassait ses rivaux, et deuxièmement, on lui annonçait une victoire facile à la présidence de la République contre Nicolas Sarkozy. C'était loin d'être évident, c'est-à-dire on a vu plusieurs de ces candidats virtuellement mis de l'avant par le système médiatique s'effondrer au cours des 20 dernières années. On n'a qu'à penser par exemple à Édouard Balladur, à Jacques Delors et ainsi de suite. Oui. Mais quoi qu'il en soit, la candidature DSK semblait résoudre, je dirais, le problème de la campagne présidentielle avant même qu'il ne se pose. Le fait est que l'effondrement de cette candidature vient rebrasser les cartes complètement. La scène politique française n'est plus la même depuis quelques semaines. En fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que tous les enjeux, toute une série d'enjeux qui avaient été mis de côté par cette espèce de candidature hégémonique de Dominique Strauss-Kahn, toute une série d'enjeux ressortent dans la présidentielle actuelle. Et on peut en nommer quelques-uns. Mais c'est un vrai tsunami en France. Oui, effectivement, parce que la DSK était virtuellement vue d'une couverture de magazine à l'autre, d'une couverture de quotidien à l'autre. Oui. On le voyait toujours, on le présentait comme l'héritier de la couronne d'une certaine manière. Après l'usurpateur Sarkozy, après 3 mandats de la droite, ou de moins de ce qui se présente comme la droite à la présidence à l'Élysée, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On a vu le retour d'une authentique figure socialiste, d'autant plus avec toutes les célébrations autour de la mémoire de Mitterrand et ainsi de suite. Alors, tout était là d'une certaine manière pour coopter DSK comme figure favorite du système médiatique. Parce que DSK représentait quoi? Il avait un profil idéologique très particulier. La gauche française, depuis une vingtaine d'années, cherche à se redéfinir. Il y a 2 tendances fondamentalement dans cette gauche française. Il y a ce qu'on pourrait appeler la vieille gauche jacobine, républicaine, qui peut s'incarner tout à la fois chez Jean-Pierre Chevènement ou chez Mélenchon, qui sont des gens très critiques de l'européisme, par exemple, des gens... Jacobine voulant dire quoi? C'est-à-dire une forme de vision très unitaire, très étatiste de la France. Centralisée et tout, là? Très centralisée. Donc, la vieille gauche française, dans ce cas-là de plus hexagonal, finalement. Cette vieille gauche française qui n'a jamais accepté, finalement, l'échec du socialisme d'une certaine manière. Cette vieille gauche française est une de ces 2 tendances. Et elle était déclassée, lors de cette élection, par la candidature DSK, qui est une forme de gauche néo-68arde, qui a opéré sa modernisation libéral et libertaire. Oui. Quand on regardait le programme de DSK, qu'est-ce qu'on voyait? Économiquement, c'était un homme plutôt au centre, sinon même au centre droit à l'occasion. C'est vrai, oui. Sur le plan culturel, c'était un homme clairement campé à gauche, sur tout ce qu'on appelle les enjeux sociétaux, les enjeux moraux, les enjeux culturels du mariage gay, la question du multiculturalisme en passant par toutes les questions éthiques et morales qui traînent aujourd'hui dans le débat public occidental. Oui. Sur ces questions, DSK était clairement marqué à gauche. Il représentait ce que Jean-Pierre Chevènement a déjà appelé la gauche américaine dans la politique française, autrefois incarnée par Michel Rocard, aujourd'hui par DSK, qu'il représentait le héros de cette gauche modernisée, d'une gauche qui réconciliait avec l'Europe, réconciliait avec la mondialisation, la gauche bobo branchée d'une certaine manière. Et d'ailleurs, une étude de la fondation Terra Nova, qui était le think tank proche de DSK en France, proposait à DSK d'abandonner la référence aux classes populaires dans le discours politique, parce que les classes populaires seraient définitivement campées à droite.
Et d'ailleurs, c'est un vocabulaire du 19e siècle, les classes populaires. Oui, mais ça demeure très actif dans le vocabulaire politique français, c'est-à-dire la France, folklore politique tout à fait particulier. Et dans ce folklore politique, il y a encore quelquefois des références révolutionnaires. C'est assez étrange quand même. La France est quand même un des rares pays en Occident où il y a des partis communistes qui ont un score électoral appréciable. C'est très français, ça. Donc, mais les classes populaires, cela de particulier que la Fondation Terra Nova propose à DSK de construire une nouvelle majorité. Oui. Une majorité néo-68arde, rassemblant les jeunes urbains, les populations immigrées, les jeunes des banlieues, les écologistes, donc tout c'est ingouvernable, ça, non? Ben non, c'est la nouvelle majorité, c'est la majorité que cherche à construire le Parti démocrate américain depuis une trentaine d'années. C'est la majorité que cherche désormais à construire une partie des Français. Mais quoi qu'il en soit, toutes ces belles spéculations qui étaient censées aboutir à un projet, qui étaient supposées aboutir à une élection, qui étaient supposées aboutir à une gouvernance, mais l'ensemble de ces spéculations viennent de s'effondrer. Pourquoi? Parce que DSK, qui était le héros, si je puis dire, de cette tendance, sa candidature vient d'être dégommée. Voilà. Et là, ça force le Parti socialiste à se rabattre. Donc, c'est le premier acteur de cette présidence de cette campagne à la présidentielle qui s'en vient. Ça socialiste à se rabattre sur des leaders de deuxième zone. Alors, on peut penser par exemple à François Hollande, qui est un honnête notable du socialisme corrézien, figure, il est, je dirais, au Parti socialiste, ce qu'un péquiste le plus ordinaire est au Parti québécois. Donc, c'est l'incarnation de quelqu'un qui a fait toute sa carrière à l'intérieur du Parti socialiste et qui incarne une forme de gauche modernisée, mais qui n'avait pas le côté jet-set international qui plaisait tant chez DSK. Il y a aussi Martine Aubry, figure d'une forme de paléo-socialisme à l'intérieur du Parti socialiste français. Il y a toute une série de candidats de seconde ou de troisième zone. Alors, le Parti socialiste français, qui normalement se présentait comme le principal challenger dans cette présidentielle, eh bien, le Parti socialiste français entre en crise par l'effondrement de la candidature DSK. J'aime beaucoup Mathieu Bock-Côté. Vous parlez de challenger, vous parlez vraiment le français de France maintenant quand vous dites challenger. C'est très bien. Oh mon Dieu, il y a d'autres termes qu'on pourrait utiliser probablement. Mais je suis sûr que Lucia Ferretti, mon invitée précédente, vous reprendrez là-dessus. Oui, mais c'est totalement... À l'occasion, il faut savoir, je dirais, investir quelques mots plus exacts que d'autres venus d'une langue étrangère. Je ne pratique pas en ces matières le purisme linguistique. En tout cas, vous êtes un homme très cool. Bon, mon Dieu, ça, je m'en dérobe. C'est un terme que je n'utiliserai jamais non plus que hot. Alors... Le cas... Continuez, pardon. Le cas de la gauche étant réglé, mais qu'est-ce qui arrive? Il faut voir aussi qu'à gauche de la gauche, il y a aussi une tentation. Donc, cette vieille gauche qui était rebutée par DSK, incarnée par exemple par un Mélenchon. Donc, qui joue véritablement la carte de l'anticapitalisme. C'est quand même pas rien, ça, l'anticapitalisme aujourd'hui. Eh bien, risque de développer aussi, d'autant plus qu'il s'inscrit sur un registre populiste. Déplaçons-nous néanmoins à droite, qui est l'autre camp dans cette présidentielle. Et là, il faut voir un lien entre la campagne de 2007 et celle de 2012. La campagne de 2007, celle qui a permis à Sarkozy de devenir président de la République, était une campagne qui venait clore un cycle politique français et en ouvrir un nouveau. Clore quel cycle politique? C'était celui, on pourrait dire, de l'empêchement de la droite de gouvernement par un Front national qui avait confisqué toutes les thématiques conservatrices ou nationales. Parce que, depuis 86, depuis 88, en fait, depuis la première cohabitation, et plus encore depuis le début des années 90, tout ce qui était autrefois une évidence à la droite classique, une certaine défense de l'ordre, du travail, de l'autorité, de la nation, des libertés individuelles, une critique de la bureaucratie, une critique de l'Europe, finalement, le bon vieux gaullisme conservateur, tous ces thèmes avaient été abandonnés par la droite depuis le début des années 90 et peu à peu... Et certains récupérés par le Front national. Ben voilà, c'est-à-dire la droite française, d'une certaine manière, était passée du national-conservatisme au libéralisme gestionnaire. Et elle avait dégagé tout l'espace disponible pour que le Front national, qui est un parti effectivement d'extrême droite, puisse s'accaparer un espace politique qui n'était pas celui de l'extrême droite. C'est ça le paradoxe. Le Front national n'a pas prospéré sur des thèmes qui lui étaient propres à l'origine, c'est-à-dire des thèmes qui seraient ceux de l'extrême droite, mais donc l'espèce de côté néo-pétainiste, Algérie française et ainsi de suite. Parce qu'il n'y avait plus d'Algérie. Parce que c'est un électorat à 3%. Bon, alors le fait est que le Front national a pu prospérer dans les années 80, 90 et même 2000, comment? Mais en occupant tout un espace déserté par la classe politique officielle et plus encore par la droite classique. Le Front national était d'une certaine manière le symptôme d'une démission de la classe politique à droite qui n'osait plus tenir un discours critique envers le multiculturalisme, une défense de l'identité nationale, une défense de l'ordre, finalement une critique de l'héritage de mai 68. Et que fait Sarkozy en 2007? Il décide, sous les conseils de Patrick Buisson, qui est un de ses conseillers dont on parle beaucoup ces temps-ci, mais qui est un type assez intéressant pour le parcours, à tout le moins, qui vient de la droite, mais qui réussit à rallier la droite de gouvernement.
Sarkozy décide de mener une stratégie à droite. C'est-à-dire qu'il décide de ne plus tolérer la confiscation par le Front national du langage politique conservateur. Sarkozy décide de récupérer des thèmes qui étaient autrefois ceux du gaullisme, qui étaient autrefois ceux de la droite classique, que la droite classique avait sacrifié peu à peu pour se rallier une forme de consensus progressiste à la française. Sarkozy décide d'aller récupérer tous ces thèmes. Et là, ça va être quoi dans la campagne de 2007? Ça va être la critique de mai 68 et la défense de l'identité nationale. Sarkozy, véritablement, lorsqu'il dit dans son discours de Bercy à l'entre-deux tours, je veux tourner la page sur mai 68, je veux véritablement restaurer ces valeurs qui ont été sacrifiées. Sarkozy, le message qu'il envoie, il dit, les valeurs du conservatisme n'ont plus à se réfugier dans le populisme contestataire. Elles peuvent désormais être intégrées dans une grande synthèse conservatrice, nationale, française. Donc, une forme dans la droite classique, il y aura une place pour ce sentiment conservateur. Et c'est ce qu'il y a d'intéressant là-dessus. La présidentielle de 2007 va se jouer sur la récupération de cet électorat protestataire. Maintenant, en 5 ans, Mathieu Bock-Côté, est-ce que Sarkozy a réussi dans ce programme-là? Ben ou voilà. Il a juste picoré là-dedans? Ben voilà. Ça, c'est la question à laquelle j'allais aboutir. Est-ce que Sarkozy a été capable de porter un programme, d'exercer une gouvernance qui soit correspondante à son programme, à son discours de 2007? La plupart disent que non. Par exemple, bien qu'il en avait fait la promesse, mais on pourrait dire c'était entre deux virgules, Sarkozy, qui s'est fait élire avec un électorat du non à la Constitution européenne, a signé le traité simplifié de Lisbonne, assez rapidement. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, très rapidement, il a pratiqué l'ouverture à gauche. C'était avec Kouchner, et ainsi de suite. D'ailleurs, ce qui me faisait dire à la blague en 2007 qu'on avait le droit au gouvernement Sarkouchner. Bon, alors, on a véritablement ouverture à gauche, et pas n'importe qui à gauche. Kouchner et, Frédéric Mitterrand et quelques autres qui sont toute une série de figures associées à la gauche 68arde. Donc, ceux contre qui Sarkozy s'est fait élire ont été parmi les premiers cooptés au gouvernement. Comme quoi le pouvoir dépasse les convictions, non? Ah ben ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Celui qui ne le comprendrait pas n'est pas fait pour analyser la politique et encore moins pour en faire. Donc. Alors, Sarkozy réussit véritablement en 2007 à capter cet électorat plus conservateur, populiste, mais il arrive au pouvoir et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il décide de mettre de côté très rapidement et son langage et son discours politique plus conservateur pour se rallier finalement à une forme de libéralisme gestionnaire. Le fait est qu'on commence à constater assez rapidement, au bout d'autant plus, il ajoute à ça, parce que c'est pas négligeable, Sarkozy ajoute à ça un manque de respect pour le caractère sacré de la fonction présidentielle. C'est-à-dire que, en France, où la présidence, De Gaulle, j'ai souvent dit, a restauré la monarchie sous la forme de la République. Le pouvoir en France demeure un pouvoir monarchique. Et les présidents français parlaient toujours de façon très auguste. Ils étaient au-dessus de la mêlée, mais alors Sarkozy, avec son vocabulaire, son demi-français. Ce qu'on a appelé, c'est vraiment la présidence bling-bling, et on peut ajouter ça, le côté, véritablement, voilà un homme qui ne cherchait pas la gloire, mais la célébrité. Voilà un homme qui ne cherchait pas les livres d'histoire, mais les paillettes. Eh bien, un homme dont la présidence était gâchée rapidement. Rappelez-vous la célébration de la victoire au Fouquet's. Ensuite, on peut ajouter à ça les photos complètement ridicules d'un président français faisant du jogging en t-shirt FBI. C'est l'ami des Américains. Alors voilà, c'est une forme de président vaguement américanisé, mais qui aurait de la misère à faire 5 mots en anglais. Alors, Sarkozy va rater rapidement sa présidence. Il va avoir de la difficulté à incarner son rôle. Et on ajoute à ça quoi? Eh bien, on ajoute le fait que son programme, il ne va pas l'appliquer. Et là, depuis 2 ans, il commence à comprendre que l'électorat qu'il avait volé au Front National, qu'il avait récupéré du Front National, eh bien, il risque de retourner au Front National s'il n'est pas fidèle à son programme. Mathieu Bock-Côté, alors on a 2 choses. Le Parti socialiste qui redevient fragmenté parce que Dominique Strauss-Kahn, qui est la figure fédératrice, est tombé. Bon, on a ça d'un côté, donc morcellement de l'électorat à gauche. Sarkozy qui n'a pas vraiment réussi, même vraiment pas réussi ses promesses et sa récupération des thèmes du Front National et tout ça. Il y a Marine Le Pen maintenant qui se frotte les mains, non? Voilà. Parce que c'est elle qui dirige, la fille de Jean-Marie Le Pen, qui dirige donc le Front National. Depuis l'arrivée de Marine Le Pen à la tête du Front National, ce qu'on a vu véritablement, c'est que le Front National a retrouvé ses capacités de croissance. Ça, c'est assez particulier. On peut d'ailleurs, je dis toujours, on peut s'en désoler, parce que le Front National est une force de protestation qui vient d'une certaine manière cultiver l'impuissance politique en France. Il faut jamais oublier que lorsque le peuple se pose dans la pose s'installe dans la position protestataire, le peuple consent sa propre impuissance. Oui, parce qu'en plus, on connaît pas trop le programme du Front National. Il est un peu embryonnaire, mais il n'est pas très élaboré. Ce qu'on en comprend, c'est une synthèse étrange, c'est-à-dire le programme de Marine Le Pen fait une synthèse en ce moment entre les thèmes du populisme anti-immigration et
La réactualisation d'un discours national protectionniste qui n'est pas sans faire penser à celui d'un Chevènement 1978, c'est-à-dire une forme de discours non seulement critique de la mondialisation, mais anti-mondialisation tout simplement, qui est un peu déphasé par rapport aux exigences contemporaines de l'économie. Mais peu importe ce qu'on en pense, ce qui est certain, c'est que dans une société où la présidence Sarkozy est rejetée viscéralement et à l'intérieur même de son propre camp, et dans la mesure où une partie de l'électorat, qu'on pourrait dire classiquement RPR, donc droite conservatrice, qui n'était pas Front National, mais qui avait dérivé vers le Front National une élection ou deux, eh bien cet électorat, qui est dégoûté aussi par la présidence Sarkozy, risque de se retrouver dans un vote protestataire au Front National, d'autant plus que le Front National est en train de réussir sa stratégie de dédiabolisation. Et le FN, qui participe à cette mouvance des populismes européens en ce moment, qui est assez importante dans la mesure où il est en train de redéfinir le jeu politique partout en Europe, eh bien le Front National est peut-être en position, dans les circonstances, d'être l'arbitre de la présidentielle. Certains croient même qu'il ne se retrouve au deuxième tour. Pensez-vous pas, Mme Bocoté, que le fait que ce soit une femme qui dirige le Front National, les femmes sont assez vierges en politique encore, elles sont pures, donc elles ne sont pas corrompues comme les sales hommes et tout ça. Est-ce que c'est un atout qui va tromper, qui va brouiller les cartes? Les gens vont se dire, une femme ne peut pas faire de mal en politique, etc. Oh, je sais pas trop. Vous savez, là-dessus, moi, je fais partie de ceux qui ne sexualisent pas à outrance les choix politiques. C'est-à-dire, je crois que Marine Le Pen, là-dessus, d'autant plus, elle a le physique de son père en certaines manières, ce qui pour certains est un compliment, ce qui pour d'autres serait un malheur. Mais quoi qu'il en soit, Marine Le Pen, dans les circonstances, a réussi à polir son vocabulaire. Elle fait des purges dans son parti pour en le vider des vieux courants authentiquement d'extrême droite, par exemple des gens qui sont nostalgiques du régime de Vichy et ainsi de suite, tous les courants, pour le dire, qui appartiennent à l'extrême droite ou même aux mouvances plus fascisantes qui étaient déjà à l'extérieur du Front National. Le Front National est en train de chercher à se moderniser pour devenir un parti fréquentable. Est-ce que ça va réussir? C'est loin d'être évident, parce que dans la classe politique, il y a le sentiment que ce parti n'a toujours pas fait la paix, pourrait-on dire, avec les codes fondamentaux de la démocratie libérale. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ben là, c'est à analyser pour les prochaines années, mais ce qui est certain, c'est que c'est un parti qui est en train de réussir son inscription dans le jeu politique. Et regardez donc appelons ça la scène de la présidence à quelques mois de distance, à 1 an de distance. On parle de 2012. 2012. On a la date ou pas? C'est avril 2012. D'accord, oui. Alors, quelle est la scène qu'il y a devant nous? On a un parti en voie d'implosion relative, d'une certaine manière, qui n'est pas capable de se trouver un héros, mais qui devrait être l'héritier naturel de la présidence, c'est-à-dire grâce aux lois de l'alternance. Il y a une droite qui est discréditée par son chef. Sarkozy ne parvient pas à ça. D'ailleurs, on annonce la possibilité d'une multiplicité de candidatures à droite et au centre qui viendraient gruger au premier tour 1%, 2%, 3%, 4% du vote Sarkozy. À droite, mais surtout au centre. Par exemple, la candidature de Villepin, la candidature d'Hervé Morin, la candidature de Jean-Louis Borloo. Toute une série de candidats qui veulent exister publiquement, qui veulent avoir leur %, leur 2%, leur 3%, et qui risquent d'handicaper la candidature de Sarkozy dans la mesure où si le Front National poursuit sa montée, continue son ascension, il sera capable peut-être, c'est loin d'être certain, mais il sera capable peut-être de dépasser Sarkozy au premier tour. Certains le craignent, certains le croient. C'est d'ailleurs la stratégie de Marine Le Pen dans les circonstances. C'est aussi la crainte, soit dit en passant, des stratèges de Nicolas Sarkozy lui-même, qui commence à comprendre que l'électorat de 2007, l'électorat que la droite classique avait pu aller récupérer au Front National, eh bien cet électorat n'a pas été fidélisé véritablement après tout. Et on se retrouve donc avec une situation politique absolument imprévisible, si je puis dire, qui annonce probablement, si on peut le dire ainsi, une recomposition française. Maintenant, vous parlez de recomposition française, Mathieu Bocoté. Est-ce qu'on peut parler c'est un signe des temps à venir pour l'Occident en général? Oui, je crois là, c'est une excellente question. Il y a partout en Occident une disqualification de la classe politique. Qu'on le veuille ou non, les politiciens professionnels, pour le dire ainsi, bien que ceux qui les contestent en soient souvent eux-mêmes, mais ceux qu'on associe à la classe politique officielle sont en ce moment victimes d'une disqualification, à tort ou à raison. Ce qui est certain, c'est que ce qui se dégage à partir de là, c'est l'émergence de forces contestataires de plus en plus fortes. Forces contestataires à gauche, effectivement. Renouveau d'un radicalisme gauchisant. On le voit d'ailleurs avec toutes les émeutes en ce moment, notez bien, en France. On voit les indignés un peu partout en Europe, ce qui se passe aussi en Grèce avec la crise financière. Alors, on voit une forme de renouvellement de l'opposition de gauche à la démocratie libérale telle qu'on l'a connue, et à droite, il y a toutes les mouvances populistes qui lorsqu'elles ne viennent pas de la vieille extrême droite historique, c'est-à-dire comme on peut le voir en Flandre,
Flandre, comme on peut le voir en France, eh bien, une mouvance populiste qui naît dans les circonstances actuelles sur le procès du multiculturalisme, sur le procès des élites. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le débat politique contemporain ne se définit plus seulement sur le mode gauche-droite, mais aussi sur le mode le centre et les marges. Et les marges sont quelquefois de plus en plus épaisses, de plus en plus denses. Le problème, c'est que les marges n'ont pas vraiment de grands problèmes, vous disiez, de programmes bien élaborés, parce qu'elles sont dans la contestation tout le temps. C'est bien beau de dire non ou de dire merde au système, mais on propose quoi en échange? Vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire c'est la grande faiblesse de ces marges protestataires, populistes et contestataires, c'est qu'elles font un procès qui n'est pas toujours faux dans tous ces éléments du système politique. Oui. C'est-à-dire je crois qu'on peut être capable de distinguer entre certaines critiques qui sont légitimes, d'autres qui ne le sont pas, et un discours qui s'inscrit néanmoins dans une protestation telle qu'elle radicalisent d'une certaine manière le sentiment d'impuissance politique. Pourquoi? Mais parce qu'elle n'existait que dans la protestation. Une société n'est plus capable de faire les choix de gouvernement, les décisions difficiles, les décisions collectives qui s'imposent pour mener les réformes nécessaires. Et je dirais que c'est le paradoxe en ce moment en France, mais aussi ailleurs. Il y a aussi une question de système électoral là-dedans, mais voyons-le pour la France ici. C'est-à-dire, une partie du vote protestataire risque, dans les faits, d'handicaper la candidature Sarkozy, qui est une candidature réformatrice néanmoins, qui prend au sérieux des questions comme l'identité nationale, qui le fait mal, mais qui le fait néanmoins, et de favoriser à terme l'élection, dans ce cas-là, du Parti socialiste, qui est à l'opposé, c'est le moins qu'on puisse dire, des valeurs de cet électorat plus conservateur et populaire. Donc, ce qu'on voit, c'est que les forces du populisme qui sont en train de se développer, et on pourrait probablement y consacrer une autre chronique, les forces du populisme qui Vous pluguez votre prochaine chronique, vous, là, hein? Non, je ne fais Vous êtes très habile, Mathieu, j'annonce une possibilité. Ah oui, avec un grand P majuscule. Oui, bien sûr. Mais les forces du populisme qui se déploient en Europe et qu'on ne doit pas comparer, je le précise, on doit éviter la nazification facile de ces mouvements, la fascisation, l'extrême droitisation, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Mais ces forces du populisme doivent être critiquées sévèrement, mais ne doivent pas être critiquées à partir du logiciel antifasciste habituel qui est déphasé, qui est anachronique. Résister contre le fascisme, on fait ça en 1943, pas en 2012. Et c'est une façon de l'alimenter en plus. Mais bien sûr, parce que lorsqu'on le stigmatise, ça favorise un report de tous les votes protestataires, de tous les exclus, de tous les stigmatisés vers ça. Mais il y a une critique légitime à faire de ces forces populistes. Quelle est-elle? Ben, c'est justement cette incapacité radicale de proposition, sinon la volonté de rembobiner l'histoire et de nous ramener à la société d'avant-hier ou d'hier. Il y a des problèmes très réels qui sont liés à l'implosion actuelle de la société héritée de mai 68, de l'identité nationale jusqu'au capitalisme financier. Les thèmes sont vastes. Mais ce n'est certainement pas en perpétuant un non majusculaire qu'on va être capable de les résoudre. Alors voilà pourquoi la scène politique française sera intéressante pour une raison. Elle sera probablement le laboratoire dans moins d'1 an de cette recomposition politique à grande échelle à laquelle on assiste partout en Europe, partout en Occident. Mathieu, en quelques secondes, et le Québec dans tout ça, ce qui va... on a tendance à emboîter le pas beaucoup plus tard par rapport à l'Occident. Est-ce qu'on va suivre la trace? Je crois que le Québec a sa propre dynamique politique ici. Nous connaissons en ce moment une mutation politique incroyable, sans précédent depuis la Révolution tranquille. Nous en parlions la semaine prochaine, nous en reparlerons bientôt. Alors cette recomposition ici n'est pas liée, je crois, à la dynamique de l'implosion du multiculturalisme à l'européenne, comme on le voit en ce moment de l'autre côté de l'Atlantique, mais il n'est pas interdit de penser qu'un certain populisme puisse avoir son avenir ici. Mario Dumont l'avait peut-être développé à sa manière dans un style, Amir Kadir le développe peut-être dans une politique. Quoi qu'il en soit, à nulle part en Occident, la politique ne sera demain la même qu'aujourd'hui. Mathieu Bocoté, merci infiniment pour ces propos plus qu'intéressants. On se donne rendez-vous le jeudi prochain? Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Daniel Fortin, la technique. Ici Jean-Philippe Trottier qui vous fait un salut bien amical. Je vous donne rendez-vous demain à midi. Au revoir.